Car comment 8000 villageois albanais ont brutalement tendu une embuscade à 80 000 Ottomans en 6 heures. Imaginez la scène. Nous sommes le 10 juin 1444 et vous êtes Mourad II, sultan de l'Empire ottoman. Vous êtes assis dans votre tente de soie, au pied des murs d'un endroit appelé Krujeo, une forteresse perchée sur une montagne d'Albanie comme un nid d'aigle. Vos éclaireurs viennent de revenir avec des renseignements qui vous font sourire. La garnison à l'intérieur compte peut-être 8000 hommes, des paysans pour la plupart, des villageois des montagnes qui n'ont jamais vu une véritable armée. Vous commandez 80 000 des meilleurs guerriers que le monde islamique ait jamais rassemblés. Des janissaires formés dès l'enfance, une cavalerie de 6 pays dont les ancêtres ont conquis Byzance, une artillerie qui a réduit des murs de pierre en poussière de l'Anatolie aux Balkans. Le calcul est simple, 10 contre 1. Vous n'avez même pas besoin d'engager toutes vos forces. Vous pourriez prendre cette forteresse avec une main attachée dans le dos. Mais voilà que votre ingénieur en chef s'approche de votre tente. Il est livide. Il vous dit quelque chose qui n'a aucun sens. Les villageois ne se terrent pas derrière leurs murs. Ils sortent. Ils descendent des montagnes. Ils se faufilent dans les vallées et les forêts comme des fantômes. Et ils ne fuient nos pas. Ils vous encerclent. Vous riez. Vous éclatez même de rire. Quel mal 8000 paysans albanais peuvent-ils faire à la machine de guerre la plus puissante de la planète ? Vous saisissez votre plume et rédigez des ordres à l'intention de vos commandants. Écrasez-les. Faites-en un exemple. Montrez à ces bandits des montagnes ce qui arrive quand on défie le sultan. Cette question, ce seul instant d'arrogance, va tout vous coûter. Car ces paysans sont menés par un homme qui a passé 15 ans à étudier votre façon de penser, de combattre et de mourir. Il s'appelle Gjergj Kastrioti, mais l'histoire se souviendra de lui sous le nom de Skanderbeg. Et dans les 6 heures qui viennent, il va donner à l'Empire ottoman une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il va transformer votre armée de 80 000 hommes en champ de massacre. Il va utiliser les montagnes elles-mêmes comme des armes. Et quand le soleil se couchera ce jour-là, le sultan le plus puissant du monde fuira pour sauver sa peau, laissant derrière lui 30 000 cadavres et le mythe brisé de l'invincibilité ottomane. Avant de plonger dans ce chef-d'œuvre oublié de la guerre en montagne, si vous aimez découvrir le génie tactique qui a changé l'histoire, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires de défis depuis les 4 coins du monde, reliées à travers les siècles par notre fascination commune pour ces moments où l'impossible est devenu réalité. Pour comprendre pourquoi 8000 villageois ont pu anéantir 80 000 soldats professionnels, il faut comprendre l'homme qui a rendu cela possible. Et pour comprendre Skanderbeg, il faut saisir la genèse la plus retorse de toute l'histoire militaire. Ce n'est pas l'histoire d'un héros local né du peuple. C'est l'histoire d'une arme retournée contre son créateur, Gjergj Kastrioti, né en 1405 dans la ville-forteresse de Krujé, fils d'un noble albanais nommé Gjion Kastrioti. Son père règne sur une petite principauté au cœur montagneux de l'Albanie, un pays de vallées abruptes, de cols secrets et de clans farouchement indépendants. Mais l'enfance du jeune Gjergj allait être brisée par l'ombre grandissante de l'Empire ottoman. En 1423, alors que Gjergj n'a que 18 ans, les Ottomans se présentent à son père avec une offre qui n'en est pas une. Le genre de marché qu'on conclut au bout d'un cimeterre. Livre tes fils en otage à la cour du sultan, et tes terres seront épargnées. Résiste, et nous réduirons en cendres tout ce que tu aimes. Gjion Kastrioti, sachant qu'il ne pouvait gagner une guerre contre l'Empire, fit le choix déchirant qu'innombrables pères à travers les Balkans avaient déjà fait. Il livra ses fils. 4 garçons furent emmenés à Edirne, la capitale ottomane. Gjergj était le benjamin. Il vit sa patrie s'évanouir derrière lui tandis qu'on le menait vers le sud, en captivité. Il était un otage, un prisonnier politique, la garantie de la bonne conduite de son père. Mais les Ottomans ne se contentèrent pas de l'enfermer dans un cachot. Ils firent quelque chose de bien plus calculé. Ils en firent l'un des leurs. Le système ottoman était d'une efficacité brutale. Ils prenaient des garçons chrétiens des terres conquises et les soumettaient à un programme appelé le Devshirme. C'était une annihilation culturelle déguisée en éducation. On convertissait les garçons à l'islam. On leur donnait de nouveaux noms et on les formait aux arts militaires et administratifs de l'Empire. Les meilleurs devenaient janissaires, l'élite de l'infanterie. Les tout meilleurs devenaient administrateurs, généraux, voire grands vizirs. C'était une machine conçue pour faire des conquis des conquérants. Et Gjergj Kastrioti, rebaptisé Iskander Bey, seigneur Alexandre, en référence à Alexandre le Grand, se révéla l'une des créations les plus accomplies que le système ait jamais produites. Il était né pour ça. Il apprit le turc ottoman, le persan et l'arabe. Il étudia la stratégie militaire auprès des plus grands commandants de l'Empire. Il s'entraîna avec les janissaires, maîtrisant l'escrime, le tir à l'arc et les tactiques de cavalerie.
À peine dans la vingtaine, Iskander s'était montré si exceptionnel que le sultan Mourad II le nomma en personne Sanjak Bey, gouverneur provincial et chef militaire. Ce n'était pas un titre honorifique, c'était un pouvoir bien réel. On lui confia le commandement de troupes ottomanes. Il mena des campagnes en Anatolie et dans les Balkans. Il combattit les ennemis de l'Empire avec une efficacité implacable. De la vie générale, il était loyal, brillant et terrifiant au combat. Le sultan lui faisait une confiance absolue. Mais voilà le problème quand on veut faire d'un homme une arme. Il faut d'abord le briser. Il faut effacer celui qu'il était. Et les Ottomans pensaient y être parvenus. Ils croyaient Gjergj Kastrioti mort, remplacé tout entier par Iskander Bey, le fidèle serviteur du sultan. Ils se trompaient. Au fond de lui, dans un endroit où le Devshirme ne pouvait pas l'atteindre, Gjergj se souvenait de tout. Il se rappelait le visage de son père. Il se rappelait la langue albanaise que sa mère lui murmurait enfant. Il se souvenait des montagnes. Et surtout, il se souvenait de ceux qui le lui avaient arraché. Pendant 15 ans, il joua son rôle à la perfection. Il s'inclinait quand il le fallait, il combattait quand on lui en donnait l'ordre. Il souriait aux plaisanteries du sultan, mais tout ce temps-là, il apprenait. Il étudiait de l'intérieur la machine de guerre ottomane. Il en retenait par cœur chaque tactique, chaque formation, chaque faiblesse. Il se préparait pour le jour où il retournerait tout cela contre eux. Ce jour arriva en novembre 1443, en un lieu appelé Niš, dans la Serbie actuelle. Iskander commandait des forces ottomanes lors d'une campagne contre les Hongrois. La bataille tourna au désastre. La coalition chrétienne, menée par le brillant commandant hongrois János Hunyadi, écrasa l'armée ottomane. Dans le chaos de la retraite, Iskander vit sa chance. Il ne se contenta pas de déserter. Il monta une opération d'espionnage parfaite. Il falsifia une lettre du sultan ordonnant au gouverneur de Krujë de lui remettre la forteresse. Il prit avec lui un petit groupe d'hommes fidèles, fila vers l'Albanie au galop et présenta le document falsifié au commandant de la garnison ottomane qui ne se doutait de rien. La garnison crut la lettre authentique. Ils ouvrirent les portes. Et dès qu'Iskander mit le pied dans la demeure de son enfance, il fit tomber le masque. Il tua de ses propres mains le gouverneur ottoman. Il hissa le drapeau albanais, l'aigle noir à 2 têtes sur fond rouge. Et il annonça aux soldats et aux villageois stupéfaits qu'Iskander Bey était mort. Gjergj Kastrioti, fils de l'Albanie, était revenu. La nouvelle se répandit dans les montagnes comme une traînée de poudre. L'arme forgée par les Ottomans s'était retournée contre son maître. Le général en qui le sultan avait le plus confiance était devenu son ennemi le plus dangereux. Et l'homme qui connaissait tous les secrets de la machine de guerre ottomane se servait désormais de ce savoir pour la détruire. Ce n'était pas une simple rébellion, c'était une déclaration de guerre totale. Skanderbeg, comme il se faisait désormais appeler, se mit aussitôt à organiser les clans albanais, si prompts à se quereller, en une résistance unifiée. Il savait que les Ottomans viendraient le chercher avec tout ce qu'ils avaient. Il savait que les montagnes se teindrèrent de sang, et il savait que s'il jouait ses cartes à la perfection, s'il utilisait chaque leçon que les Ottomans lui avaient apprise, il pourrait accomplir l'impossible. Il pourrait faire de l'Albanie le cimetière des empires. La transformation de Gjergj Kastrioti, passé de général ottoman à libérateur albanais, provoqua une onde de choc dans les Balkans. Dans les semaines qui suivirent la prise de Krujë, Skanderbeg ne se contenta pas de se retrancher dans sa forteresse en attendant l'inévitable riposte ottomane. Il passa à l'offensive. Il comprenait quelque chose de fondamental à la guerre de guérilla que les académies militaires modernes enseignent encore aujourd'hui. Tout est dans l'initiative. Si vous laissez l'ennemi dicter les conditions de l'engagement, vous avez déjà perdu. Skanderbeg frappa donc le premier, vite et partout à la fois. Il envoya des cavaliers à travers les cols vers chaque clan albanais, chaque village, chaque ville fortifiée. Le message était simple et électrisant. Les Ottomans peuvent être vaincus. J'ai combattu avec eux, je les ai commandés, je sais comment ils pensent et je sais comment les tuer. Ralliez-vous à moi et nous les rejetterons à la mer. La réponse fut immédiate et massive. Les nobles albanais qui versèrent tribut au sultan cessèrent en soudain. Des villages jusque-là calmes, sous l'occupation ottomane, éclatèrent en rébellion. En quelques mois, Skanderbeg avait rassemblé une coalition que les historiens appellent la Ligue de l'Ezë, du nom de la ville où l'alliance fut officialisée en mars 1444. Ce n'était pas une armée gigantesque. Au plus fort, Skanderbeg pouvait aligner 10 à 12 000 hommes. Mais ce n'étaient là pas des soldats ordinaires, c'étaient des montagnards, des hommes nés dans des terres qui brisaient les jambes des chevaux et le courage des envahisseurs. Ils connaissaient chaque sentier de chèvres, chaque source cachée, chaque grotte capable d'abriter une centaine d'hommes. Ils pouvaient parcourir 64 kilomètres en une journée à travers des montagnes qui mettraient à genoux une armée régulière. Et surtout, ils se battaient pour leur foyer. Chaque homme dans les rangs de Skanderbeg avait une raison personnelle de haïr les Ottomans. Des fils enlevés par le Devshirme, des filles volées pour les harems, des pères tués pour avoir résisté à l'impôt. Ce n'était pas un gagne-pain pour eux, c'était une vengeance.
Mais Skanderbeg savait que la passion seule ne vaincrait pas le sultan. Il lui fallait de la discipline, il lui fallait de l'organisation. Et plus que tout, il devait faire du terrain lui-même une arme. Il entreprit donc de préparer l'Albanie à la tempête qu'il savait imminente. Il commença par cartographier mentalement toute la région. Chaque vallée avait une place dans sa grande stratégie. Les cols n'étaient pas de simples routes, c'étaient des pièges prêts à se refermer. Il identifia les goulets d'étranglement où une grande armée serait forcée de se resserrer en une colonne étroite. Il repéra les hautes crêtes d'où de petits groupes d'archers pourraient faire pleuvoir la mort sur les troupes en contrebas. Il trouva les sentiers cachés que ces hommes pourraient emprunter pour surgir dans le dos d'une force ennemie comme des fantômes. Puis il commença à stocker des réserves en des lieux secrets à travers la montagne. Des vivres, des armes, des flèches et surtout de l'eau. Il savait que les Ottomans tenteraient de couper ces lignes de ravitaillement. Il mit donc en place un réseau dispersé de caches qu'aucun raid isolé ne pourrait éliminer. Il forma ses hommes non pas à la bataille rangée à l'ottomane, mais à l'art de l'embuscade. Frapper fort, frapper vite et disparaître avant que l'ennemi ne puisse riposter. Ne jamais leur offrir une cible à détruire. Ne jamais combattre sur leur terrain. Les lancer à la poursuite d'ombre dans la montagne jusqu'à ce que l'épuisement et la frustration les détruisent de l'intérieur. Au printemps 1444, l'Albanie n'était plus une simple province. C'était une forteresse sans murailles, un pays transformé en armes. Et le sultan Mourad II, qui régnait depuis son palais d'Edirne, recevait des rapports de plus en plus alarmants. Ses gouverneurs en Albanie étaient assassinés, ses percepteurs d'impôts disparaissaient, ses garnisons étaient assiégées, et derrière chaque désastre revenait le nom qui commençait à hanter ses nuits, Skanderbeg. La réaction initiale du sultan fut prévisible. Il envoya des expéditions punitives. De petites armées de 5 à 10 000 hommes pénétrèrent en Albanie avec l'ordre de pacifier la région et de rapporter la tête de Skanderbeg. Aucune n'en revint victorieuse. On les harcela, on les prit en embuscade, on les saigna à blanc. Ils poursuivirent les forces de Skanderbeg dans la montagne pour trouver les sentiers bloqués par des éboulements. Ils campaient pour la nuit pour se réveiller sous une pluie de flèches venues de l'obscurité. Ils finissaient par acculer ce qu'ils croyaient être la force principale de Skanderbeg, pour découvrir qu'il ne s'agissait que d'un leurre, tandis que la véritable attaque frappait leur colonne de ravitaillement à une trentaine de kilomètres de là. En juin 1444, le sultan Mourad en eut assez. Les petites expéditions ne donnaient rien. Le problème appelait une solution d'une ampleur écrasante. Il prendrait lui-même la tête d'une armée si vaste qu'elle engloutirait l'Albanie tout entière. Il amènerait 80 000 de ses meilleurs soldats, appuyés par l'artillerie, des machines de siège et toute la puissance logistique de l'Empire ottoman. Il marcherait sur Krujë, cœur symbolique de la rébellion, et l'écraserait si complètement que le souvenir de Skanderbeg serait effacé de l'histoire. C'était un plan né de l'orgueil et de la fureur. C'était exactement le plan que Skanderbeg espérait. Quand les éclaireurs de Skanderbeg annoncèrent que le sultan en personne arrivait à la tête d'une armée de 90 000 hommes, ses commandants se réunirent dans la grande salle de la forteresse de Krujë. L'humeur était sombre. Ils avaient vaincu de plus petites forces, oui, mais cette fois, c'était différent. C'était tout le poids de l'Empire qui s'abattait sur eux. Certains nobles plaidèrent pour abandonner Krujë et se replier plus profondément dans les montagnes. D'autres proposèrent de négocier, d'offrir un tribut en échange d'une autonomie. Skanderbeg écouta toutes les opinions en silence. Puis, il se leva et prononça des paroles qui allaient marquer les 25 années suivantes de la résistance albanaise. Voici ce qu'il dit, et je paraphrase les chroniques historiques. « Messieurs, vous redoutez les effectifs du sultan. Je comprends. 80 000, c'est un chiffre effrayant. Mais je vous demande de réfléchir à ce que représentent ces 80 000. Ils représentent des lignes de ravitaillement étirées sur des centaines de kilomètres. Ils représentent des milliers de chevaux qui ont besoin d'eau et de grains. Ils représentent une armée qui n'a jamais combattu dans des montagnes comme les nôtres. Ils représentent un sultan si sûr de sa puissance qu'il marche droit dans un piège sans même savoir qu'il existe. Nous avons 8 000 hommes. Nous connaissons cette terre comme les battements de notre propre cœur. Et nous avons quelque chose que les Ottomans n'ont pas. Nous n'avons rien à perdre. Eux se battent pour la gloire et la conquête. Nous nous battons pour nos familles, nos foyers et notre droit d'exister. Lorsqu'un homme se bat pour sa survie, il en vaut 10 qui se battent pour l'ambition d'un sultan. Il exposa ensuite sa stratégie, audacieuse au point de friser la folie. Il ne défendrait pas Krujë selon les règles d'un siège traditionnel. Cela jouerait en faveur des Ottomans. À la place, il laisserait le sultan amener sa gigantesque armée jusqu'au pied des murailles, qu'il croie la victoire à portée de main, qu'il s'engage pleinement. Et alors, quand ses forces seraient étalées dans les vallées, épuisées par la marche et sûres de leur supériorité, Skanderbeg déchaînerait l'enfer de toutes parts à la fois. C'était la tactique que les Ottomans lui avaient apprise. La retraite feinte, la tromperie, puis le coup décisif lorsque l'ennemi s'est trop étiré.
il allait retourner contre eux leur propre méthode. La forteresse de Krüge fut préparée non comme une place à défendre, mais comme un appât. Skanderbeg y laissa une garnison, suffisante pour faire illusion, mais pas au point de risquer de perdre toute son armée si le siège tournait mal. La véritable armée, ces 8000 combattants de montagne, étaient disséminés dans toute la région alentour. Ils étaient tapis dans les forêts, dissimulés dans les ravins et postés sur les hautes crêtes qui dominaient les accès de la forteresse. Ils étaient invisibles aux éclaireurs du sultan. Ils attendaient. Et lorsque l'armée ottomane entra dans la vallée au début de juin 1444, elle n'avait pas la moindre idée qu'elle avançait droit dans l'embuscade la plus sophistiquée du Moyen-Âge. L'armée ottomane rassemblée devant Krüge en juin 1444 était un spectacle qui aurait terrifié n'importe quel défenseur raisonnable. Ce n'était pas une razzia, c'était la machine de guerre impériale à son apogée. 80 000 hommes s'étendèrent dans la vallée comme une mer sombre. En tête marchèrent les janissaires, peut-être 12 000. C'était l'infanterie d'élite de l'Empire, des garçons prélevés par le Devshirme et forgés en guerriers fanatiques. Ils arborèrent des bonnets de feutre blanc caractéristiques, portaient arquebuses et cimetères et se mouvaient avec une discipline que les armées européennes leur enviaient. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'était une confrérie, interdite de mariage, tout entière dévouée au sultan et à la guerre. Ils avaient conquis Constantinople, ils avaient brisé les Hongrois, jamais ils n'avaient été vaincus en rase campagne. Les Sipahis, la cavalerie féodale de l'Empire, leur servaient d'appui. 26 cavaliers, répartis en deux catégories, les Sipahis lourds portaient de cottes de mailles et armures de plate, maniant la lance et l'arc composite, et chargeaient comme des béliers vivants. Les Sipahis légers, dits à Quincy, étaient pillards et éclaireurs, rapides et meurtriers, faits pour harceler et envelopper. Derrière eux arrivaient les levées provinciales, quelques 30 000 irréguliers issus des territoires conquis. Thraces bulgares, grecs, serbes et même quelques Albanais soumis à la domination ottomane. Moins disciplinés que les janissaires, ils apportaient à la masse et le soutien logistique. Et puis, il y avait l'artillerie. Les Ottomans avaient appris de la prise de Constantinople que les canons pouvaient abattre n'importe quelle muraille. Ils avaient amené d'énormes bombardes de bronze, des pièces de siège qui lançaient des boulets de pierre de plusieurs centaines de livres. Ces pièces étaient tirées par des attelages de bœufs et exigeaient des équipes entières pour les servir. Lentes, encombrantes, presque impossibles à déplacer en terrain accidenté. Mais sur terrain plat, face à une forteresse immobile, elles constituaient l'arme ultime. Le sultan Murad regarda les murs de Krüge juchés sur leurs montagnes et n'y vit qu'une question de temps. Ses ingénieurs calculèrent les angles de tir. Ses artilleurs préparèrent la poudre. Il donna l'ordre d'ouvrir le siège. Et, pendant les 3 premiers jours, tout se déroula comme prévu. Les travaux de siège ottoman étaient un prodige d'ingénierie militaire. On creusa des tranchées pour protéger les équipes d'artillerie. On dressa des palissades de bois pour aménager des camps fortifiés. Des lignes de ravitaillement furent établies jusqu'à la côte où des navires apportaient de vivres, munitions et renforts. Les bombardes tonnaient jour et nuit, lançant pierre contre pierre. Les murs de Krüge tremblaient à chaque impact. La poussière et les gravats pleuvaient sur les défenseurs à l'intérieur. Aux yeux de quiconque, c'était un siège de manuel. Le sultan était patient. Il ne se hâtait pas. Il la réduisait méthodiquement à merci. Mais ce que le sultan Murad ne voyait pas, c'est que le siège n'était qu'une diversion. C'était du théâtre. Et tandis que son attention restait fixée sur les remparts, les 8000 hommes de Skanderbeg se mettaient en place comme les mâchoires d'un piège qui se referme. Les forces albanaises étaient redivisées en plusieurs unités autonomes, chacune commandée par un chef de clan de confiance qui connaissait le terrain sur le bout des doigts. Ce n'était pas la structure de commandement centralisée des Ottomans. C'était un réseau. Si une unité était anéantie, les autres continueraient à se battre. Il n'y avait pas de point vulnérable unique. Skanderbeg disposa ses hommes en 3 zones principales. La première zone occupait les crêtes élevées qui dominèrent la vallée. Là, ses meilleurs archers et arbalétriers prirent position parmi les rochers et les arbres. Ils avaient des champs de tir dégagés sur les camps ottomans, mais il leur avait été ordonné de ne pas tirer. Pas encore. Leur tâche était d'attendre le signal. La deuxième zone était constituée des pentes boisées sur les flancs est et ouest de la position ottomane. C'étaient les équipes d'embuscade, une infanterie légère, armée d'épées, de haches et de javelots. Ces hommes devaient dévaler hors des bois tels des loups, frapper fort et disparaître avant que l'ennemi ait le temps d'organiser une contre-attaque. Ils répétaient leurs itinéraires avec obsession, mémorisant chaque arbre, chaque rocher, chaque cachette. La troisième zone était la plus dangereuse. C'étaient les unités de cavalerie mobile, peut-être 2000 cavaliers dissimulés dans les vallées derrière l'armée ottomane. Leur mission était de couper la retraite et de transformer une défaite en massacre. Skanderbeg commandait lui-même cette force. Il frapperait au moment décisif, et toute l'armée ottomane comprendrait qu'elle était encerclée. Le 10 juin, le piège était tendu.
Les Ottomans assiégeaient Krujé depuis 3 jours. Ils étaient fatigués, mais confiants. Leur camp s'étalait, épars et désorganisé. Des soldats se reposaient, jouaient aux dés, préparaient les repas. Les équipes d'artillerie se relayaient, tandis que certains dormaient à l'ombre de leurs pièces. Les janissaires campaient près de la forteresse, prêts à l'assaut si les murs venaient à céder. Mais le gros de l'armée, les levées provinciales et les troupes légères étaient dispersés en une longue formation lâche qui s'étirait vers les lignes de ravitaillement. Ils ne s'attendaient pas à une attaque. Pourquoi s'y seraient-ils attendus? Ils étaient 10 fois plus nombreux que les Albanais. Ils avaient l'artillerie. Ils avaient le sultan en personne pour superviser l'opération. Ils se croyaient invincibles. Skanderbeg observait depuis une crête à un peu plus de 3 kilomètres. Il voyait toute la vallée déployée sous ses yeux comme une carte. Il repéra les positions des janissaires, de l'artillerie, des chariots de ravitaillement et surtout les brèches dans le dispositif ottoman. Il vit où la garde était clairsemée. Il vit où le terrain favorisait un coup de main. Et il vit la faille fatale, la seule, dans le dispositif du sultan. L'armée ottomane était trop vaste pour la vallée. Les camps étaient d'ainsi étendus que des renforts partis d'une extrémité ne pouvaient rejoindre l'autre en moins d'1 heure. Ils avaient le nombre, mais pas la cohésion. C'était un géant à l'échine faible. Et Skanderbeg s'apprêtait à la rompre. Il se tourna vers ses commandants et donna l'ordre en albanais, langue que les Ottomans ne comprendraient pas quand bien même ils en intercepteraient le message. « Quand le soleil sera au zénith, nous frapperons. Archère d'abord, puis l'infanterie par les flancs, et lorsqu'ils se tourneront vers les forêts, je les prendrai à revers. Ce n'est pas une bataille, c'est une chasse, et ils sont la proie. » Le soleil monta plus haut dans le ciel. En contrebas, les Ottomans poursuivirent leur siège sans se douter de rien. Et exactement à midi, le 10 juin 1444, les montagnes prirent vie. Le premier indice de l'attaque fut un son. Un appel de corps profond et résonnant roula sur la vallée, se répercutant sur les montagnes, se répétant et s'amplifiant jusqu'à donner l'impression que la terre elle-même hurlait. Les Ottomans se figèrent, des têtes se tournèrent. Les soldats se ruèrent sur leurs armes. Les officiers hurlaient des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Puis le ciel s'assombrit. Ce n'était pas un nuage, c'était à des flèches. Des milliers de flèches, décochées simultanément depuis les crêtes, tombèrent en une pluie noire sur les camps en contrebas. Ce n'était pas le harcèlement dispersé d'une petite troupe de pillards. C'était une salve coordonnée destinée à semer un chaos maximal. Les flèches s'abattirent d'abord sur les positions d'artillerie. Les artilleurs, à découvert près de leurs canons, étaient des cibles parfaites. Des hommes hurlaient, tandis que les hampes traversaient épaules, jambes et coups. Les bœufs attelés aux bombardes paniquèrent, beuglant et ruant. Certains s'échappèrent, défonçant des tentes et piétinant des soldats. Les travaux de siège méticuleusement organisés sombrèrent dans la confusion en quelques secondes. La seconde salve visa les chariots de ravitaillement. Des flèches enflammées, dont les pointes étaient enveloppées de chiffons imbibés d'huile, décrivirent des arcs dans les airs et s'enfoncèrent dans les chariots de bois. En quelques minutes, les dépôts de munitions prirent feu. Des tonneaux de poudre explosèrent en réaction en chaîne, projetant des boules de feu dans le ciel. Les déflagrations furent si fortes qu'on les entendit dans des villages situés à plus de 30 kilomètres. L'impact psychologique fut dévastateur. Les soldats ottomans n'avaient jamais été attaqués de cette manière. Ils avaient l'habitude d'être ceux qui faisaient pleuvoir la mort d'en haut. À présent, c'étaient eux qui se recroquevillaient sous leurs boucliers, cherchant à comprendre d'où venait l'attaque. À leur honneur, les janissaires ne paniquèrent pas. C'étaient des professionnels. Leurs officiers aboyèrent des ordres et les guerriers au bonnet blanc formèrent des carrés défensifs, boucliers levés, arquebuses prêtes. Ils scrutèrent les crêtes, tentant de repérer les archers ennemis. Mais les crêtes se trouvaient à plusieurs centaines de mètres au-dessus d'eux, et les archers albanais étaient bien dissimulés parmi les rochers. Les janissaires ripostèrent, mais leurs tirs n'atteignirent pas leur but et ricochèrent sans effet sur la pierre. Ils n'étaient plus que des cibles, incapables de riposter. Le sultan Mourad, sous sa tente de commandement près de l'arrière de la formation, émergea dans le chaos. Des panaches de fumée s'élevaient des chariots de ravitaillement. Des soldats couraient dans tous les sens. Ses aides criaient des rapports contradictoires. Il exigea des réponses. Combien d'assaillants? D'où venaient-ils? Ses éclaireurs n'en savaient rien. L'embuscade était si parfaitement dissimulée que son existence ne se révéla qu'au moment où elle se déclencha. Mourad prit une décision qui, sur l'instant, paraissait logique, mais qui servit parfaitement les desseins de Skanderbeg. Il ordonna à son infanterie lourde de gravir les pentes vers les crêtes. Si les archers étaient au-dessus d'eux, qu'on monte et qu'on les abatte, le raisonnement se tenait. Les janissaires se mirent à grimper, boucliers accolés, avançant en formation serrée. Mais les pentes étaient raides, couvertes de pierrailles et de broussailles épaisses.
Les formations compactes qui les rendaient invincibles en terrain plat devinrent un handicap. Ils glissèrent, ils trébuchèrent, ils durent rompre les rangs pour contourner des blocs de rochers. Alors, la seconde phase de l'embuscade s'abattit sur eux. Depuis les forêts sur les flancs, les hommes de l'infanterie légère de Skanderbeg jaillirent comme des démons. Ils ne chargèrent pas en ligne. Ils arrivèrent par petits groupes, 10 ou 15 hommes, bondissant hors des arbres, frappant de plein fouet, puis se volatilisant avant que les Ottomans aient le temps de riposter. Ils visèrent les soldats isolés, les traînards, les officiers. Ils exploitèrent le terrain à la perfection, attaquant depuis les hauteurs, en se mettant à couvert derrière les arbres, puis disparaissant dans les ravins. Les Ottomans tentèrent de riposter, mais ils combattaient des fantômes. Chaque fois qu'ils se retournaient pour faire face à une attaque, un autre groupe les frappait d'une autre direction. C'était de la guerre psychologique dans ce qu'elle a de plus redoutable. Les janissaires, malgré leur discipline, commencèrent à se fissurer. Certaines unités continuèrent à monter, d'autres s'arrêtèrent pour parer les attaques de flanc. La cohésion de la formation se désagrégea, et Skanderbeg déchaîna la troisième phase. Il attendait à cheval, dissimulé dans une vallée au nord, observant la bataille se dérouler. Il vit les janissaires éparpillés sur les pentes, il vit les chariots de ravitaillement en flammes dont la fumée brouillait la vue. Il vit les réserves ottomanes encore vers l'arrière, hésitant à avancer ou à tenir la position. Et il vit la brèche. Tout le centre de la formation ottomane était à découvert. La tente de commandement du sultan, les bannières, les officiers, tout était vulnérable. Skanderbeg leva son épée et hurla le cri de guerre qui deviendrait légendaire dans l'histoire albanaise « Pour la liberté !» Ses 2000 cavaliers chargèrent. Le grondement de 2000 chevaux lancés à plein galop est une force physique. Le sol tremble, l'air vibre. Les soldats ottomans qui les virent arriver n'eurent que quelques secondes pour réagir. Certains tentèrent de former des lignes de défense, d'autres prirent simplement la fuite. Mais il n'y avait nulle part où fuir. La vallée était étroite, les pentes étaient occupées par leurs propres troupes. L'arrière était barré par les chariots de ravitaillement en flammes. La cavalerie de Skanderbeg enfonça le centre ottoman comme une lance perçant du papier. Ils ne cherchaient pas à s'engager dans une mêlée prolongée. Ils voulèrent briser la volonté de combattre de l'ennemi. Et cela fit son effet. Les levées provinciales, ces irréguliers qui constituaient l'essentiel des effectifs ottomans, rompirent aussitôt. Ce n'étaient pas des janissaires fanatiques. C'étaient des paysans et des artisans enrôlés de force. Ils n'avaient pour le sultan aucune fidélité qui justifie de mourir. Quand ils virent des cavaliers en armure taillés à travers leurs rangs, ils lâchèrent leurs armes et prirent la fuite. La déroute fut instantanée et totale. Des milliers d'hommes s'enfuirent vers le sud, en direction de la côte, piétinant leurs propres camarades dans la panique. La réaction en chaîne se répandit dans l'armée ottomane comme une épidémie. Des unités qui n'avaient même pas encore été attaquées commencèrent à battre en retraite parce que tout le monde autour d'elles reculait. Les janissaires, qui combattaient encore sur les pentes, se retrouvèrent soudain isolés. Les forces dont ils attendaient le soutien avaient disparu. Ils étaient encerclés par des Albanais postés en hauteur, sans renfort à l'horizon. Certains se battirent jusqu'à la mort, préservant leur réputation de bravoure fanatique. D'autres, comprenant que la bataille était perdue, tentèrent de se frayer un passage. Très peu y parvinrent. Le sultan Murad, debout devant sa tente, vit son armée se désintégrer sous ses yeux. Ses conseillers lui criaient de battre en retraite, de se sauver. Le sultan, à son honneur, tenta de rallier sa garde pour une contre-attaque. Mais il était trop tard. La bataille avait déjà tourné au massacre. Il donna l'ordre de se retirer, et sa cavalerie personnelle l'escorta vers le sud, à plein galop, laissant derrière lui les restes en flammes de son armée d'invasion. Pendant les 3 heures qui suivirent, les Albanais traquèrent les Ottomans en fuite à travers vallées et forêts. Ils n'accordèrent aucune pitié. Ce n'était pas qu'une victoire militaire, c'était une vengeance. Chaque homme qui tombait, c'était un esclavagiste de moins, un percepteur de moins, un envahisseur de moins. Les chroniques rapportent que les rivières coulèrent rouges. Ce n'était pas une hyperbole poétique, c'était de la géographie. Les Ottomans en fuite tentèrent de franchir les rivières pour s'échapper et la cavalerie albanaise les faucha dans l'eau. Par endroits, les corps s'entassaient à tel point qu'ils formèrent des barrages. Au coucher du soleil, le 10 juin, la bataille de Torviol, comme on l'appela par la suite, était terminée. L'armée de 80 000 hommes du sultan avait été réduite à moins de 50 000. 30 000 hommes étaient à mort, capturés ou portés disparus. L'artillerie de siège, fierté de la machine de guerre ottomane, fut abandonnée dans la vallée, trop lourde pour être déplacée lors de la retraite. Les vivres, les armes, les tentes, tout fut laissé sur place. Les Albanais capturèrent assez de matériel pour équiper toute leur armée 2 fois. Et le coût humain pour les Ottomans fut plus dévastateur encore que la perte matérielle. Parmi les morts figuraient certains des meilleurs commandants de l'Empire, des hommes qui avaient combattu dans une 12aine de campagnes sans jamais connaître la défaite. Leur expérience, leur savoir, leur sens du commandement, tout s'était évanoui.
Le corps des janissaires, entré en Albanie en légende invaincue, regagna le territoire ottoman brisé et humilié. Pour Skanderbeg, la victoire de Torviol fut plus qu'un succès tactique. C'était un signal. Elle annonçait au monde que les Ottomans n'étaient pas invincibles. Elle prouvait qu'une petite force déterminée, qui connaissait mieux le terrain, pouvait vaincre une armée largement supérieure en nombre. Et elle adressait à tous les peuples opprimés des Balkans un message : la résistance était possible. La nouvelle de la bataille se répandit comme une traînée de poudre. En Hongrie, à Venise, dans les États pontificaux, des souverains chrétiens jusqu'alors terrifiés par l'expansion ottomane retrouvèrent soudain l'espoir. Si une poignée de villageois albanais avait pu détruire l'armée du sultan, alors peut-être que l'empire pouvait être arrêté. Peut-être qu'on pouvait renverser le cours des choses. Des ambassadeurs de toute l'Europe commencèrent à affluer à Krujë, proposant alliance, soutien et reconnaissance. Skanderbeg, l'homme qui avait été à la fois otage et arme, était désormais salué comme le bouclier de la chrétienté. Mais Skanderbeg, lui, ne se faisait aucune illusion. Il savait que Mourad reviendrait. L'orgueil du sultan avait été blessé, et un empire blessé devient dangereux. La victoire de Torviol avait fait gagner du temps à l'Albanie, mais elle n'avait pas remporté la guerre. Au cours des 25 années suivantes, les Ottomans envahiraient l'Albanie à maintes reprises. Ils enverrèrent des armées plus nombreuses, de meilleurs généraux et des stratégies plus élaborées. Et chaque fois, Skanderbeg les attendrait dans les montagnes, prêts à retourner leurs forces contre eux. La bataille de Torviol n'était que le premier coup de la plus longue guerre de guérilla de l'histoire européenne. Une guerre qui allait définir la vie de Skanderbeg et faire de lui une légende. Dans l'immédiat, après la bataille, Skanderbeg ne célébra pas. Tandis que ses hommes répartissaient le ravitaillement capturé et soignaient leurs blessés, il gravit la plus haute tour de Krujë et regarda vers le sud. Il savait ce qui allait arriver. Les Ottomans avaient perdu une bataille, mais pas la guerre. Ils disposèrent des ressources de 3 continents. Ils pouvaient remplacer 80 000 hommes, ils pouvaient construire de nouveaux canons. Ils pouvaient recruter de nouveaux janissaires. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas remplacer, c'était leur aura d'invincibilité. Elle s'était brisée à jamais dans la vallée au pied de Krujë. Et Skanderbeg allait s'assurer que les Ottomans comprendraient exactement ce que cela signifiait. L'Empire ottoman ne prenait pas la défaite à la légère. Pour le sultan Mourad II, le désastre de Torviol n'était pas seulement un revers militaire, c'était une humiliation qui résonna dans tout le monde islamique. Comment le sultan, l'ombre de Dieu sur terre, pouvait-il perdre face à un ancien otage et à une bande de brigands des montagnes ? La honte était insupportable. Quelques semaines à peine après son retour à Andrinople, Mourad commença à préparer sa revanche. Mais cette fois, il ne conduirait pas la campagne en personne. Il enverrait quelqu'un qui comprenait les Albanais, quelqu'un qui avait jadis combattu aux côtés de Skanderbeg. Il envoya Firouz Pacha, un commandant chevronné qui avait servi avec Skanderbeg lorsqu'il était encore Iskander Bey. Firouz connaissait les tactiques de son adversaire, du moins le croyait-il. À l'automne 1444, Firouz Pacha entra en Albanie avec 25 000 hommes. C'était une force plus réduite que l'armée initiale de Mourad, mais plus mobile, plus ciblée. Firouz ne tenta pas d'assiéger Krujë. Il savait que c'était un piège. À la place, il chercha à attirer Skanderbeg dans une bataille rangée en ravageant la campagne, en incendiant des villages et en menaçant les clans alliés au chef albanais. Une stratégie destinée à contraindre Skanderbeg à abandonner la guérilla pour défendre les siens dans un combat conventionnel. Mais Skanderbeg avait appris auprès des maîtres de la guerre asymétrique. Il ne mordit pas à l'hameçon. Il laissa Firouz brûler les villages. C'était brutal, déchirant, mais stratégique. Chaque jour que Firouz passait à détruire des bâtiments vides était un jour où son armée consommait des vivres sans rien accomplir. Les forces de Skanderbeg suivaient les Ottomans comme leur ombre, harcelant leurs éclaireurs, interceptant les traînards et empoisonnant leurs points d'eau. Les combattants albanais glissaient dans la montagne comme de la fumée, impossibles à fixer. Après 6 semaines de campagne infructueuse, l'armée de Firouz Pacha était épuisée et démoralisée. Ils avaient parcouru des centaines de kilomètres, livré des dizaines d'escarmouches et n'avaient rien accompli. Firouz, reconnaissant l'inanité de la campagne, ordonna la retraite. Mais Skanderbeg n'allait pas les laisser s'en aller tranquillement. Alors que la colonne ottomane s'engageait dans un défilé étroit, près de Mokra, les Albanais frappèrent de nouveau. Cette fois, ils employèrent une tactique que Skanderbeg avait apprise en étudiant l'histoire militaire romaine. Ils provoquèrent un éboulement artificiel. Des ingénieurs albanais avaient passé des jours à déstabiliser des rochers au sommet des falaises dominant le défilé. Lorsque l'armée ottomane se trouva juste en dessous, ils déclenchèrent l'avalanche. Des tonnes de rochers s'abattirent sur la colonne, écrasant des centaines d'hommes et obstruant le passage. Les Ottomans étaient pris au piège, séparés en 2 groupes par une montagne de décombres. Et alors, la cavalerie de Skanderbeg les chargea tous deux en même temps.
La bataille de Mokra fut encore plus à sens unique que celle de Torviol. Firouz Pacha y perdit 8000 hommes en un seul après-midi. Il n'échappa à la mort que de justesse, fuyant vers le territoire ottoman avec les débris de son armée. C'était la deuxième grande défaite en 6 mois. Le schéma commençait à se dessiner. L'Albanie était un cimetière pour les ambitions ottomanes. Au cours des 2 décennies suivantes, les Ottomans essayèrent toutes les stratégies imaginables. Ils lancèrent de petites razzias rapides. Skanderbeg leur tendit des embuscades. Ils lancèrent des invasions massives. Skanderbeg les évita jusqu'à ce que leurs vivres s'épuisent, puis attaqua. Ils tentèrent d'acheter des nobles albanais pour qu'ils trahissent en Skanderbeg. Il le découvrit et fit exécuter les traîtres en public. Ils tentèrent de l'assassiner. Les assassins furent capturés et leurs corps exposés sur les remparts de Krujë à titre d'avertissement. Ils allèrent jusqu'à tenter la diplomatie, offrant à Skanderbeg richesse, titres et autonomie s'il acceptait simplement de cesser le combat. Il rejeta toutes les offres. On ne négociait pas avec un empire qui lui avait volé son enfance et réduit son peuple en esclavage. Mais la guerre eut aussi un coût pour Skanderbeg. L'Albanie était un pays pauvre. Elle n'avait pas les ressources pour soutenir un long conflit. Skanderbeg comptait largement sur le soutien des puissances européennes, en particulier Venise, Naples et les États pontificaux. Elles envoyant de l'argent, des armes et à l'occasion des troupes. Mais leur soutien était inconstant. Quand cela servait leurs propres intérêts politiques, elles aidaient. Sinon, elles l'abandonnaient. Skanderbeg apprit à ne faire confiance qu'à ses compatriotes albanais. Il transforma Krujë en l'une des forteresses les plus imprenables d'Europe. On épaissit les murs, on creusa des tunnels secrets pour des voies d'évasion. On aménagea des citernes souterraines afin de permettre à la garnison de tenir des années de siège. Il savait qu'un jour ou l'autre, les Ottomans viendraient avec une force si écrasante que même son génie tactique ne pourrait les arrêter. Il fallait que la forteresse tienne lorsqu'il ne pourrait pas être là pour la défendre. Le moment le plus périlleux survint en 1450, lorsque le sultan Murad mourut et fut remplacé par son fils, Mehmed II. C'est le même Mehmed qui allait plus tard conquérir Constantinople et gagner le surnom de « le Conquérant ». Mehmed était jeune, ambitieux, obsédé par l'idée de faire ses preuves. Il voyait dans l'Albanie un défi personnel. En 1450, Mehmed lança la plus grande invasion jusqu'alors. Il amena 100 000 hommes, toute la puissance de l'Empire ottoman et dirigea personnellement le siège de Krujë. Le siège dura 4 mois. L'artillerie de Mehmed martela les murailles jour et nuit. Les Ottomans creusèrent des mines sous les fortifications, ils construisirent des tours de siège et des rampes d'assaut. Ils essayèrent tout ce que l'art de la guerre médiévale avait à offrir. Et la forteresse tint bon. La garnison, forte de seulement 4000 hommes, repoussa chaque assaut. Ils déversèrent de l'huile bouillante sur les assaillants. Ils écrasèrent les machines de siège sous des rochers. Ils se battirent avec la rage de ceux qui savent que se rendre, c'est mourir. Pendant ce temps, Skanderbeg se trouvait hors des lignes de siège, semant la désolation dans les colonnes de ravitaillement ottomanes. Il intercepta les convois de vivres, il détruisit les points d'eau. Il veilla à ce que chaque jour passé par les Ottomans à Krujë fût un jour de misère. Mehmed, exaspéré au-delà de toute mesure, finit par renoncer. Il leva le siège et se retira, jurant qu'il reviendrait. Mais il ne revint jamais. La conquête de Constantinople, en 1453, accapara son attention, et l'Albanie devint un problème qu'il préféra ignorer. Pour Skanderbeg, ce fut une victoire à la Pyrrhus. Il avait tenu la forteresse, mais au prix fort. Son peuple était épuisé. La campagne était dévastée, et lui vieillissait. Les années de guerre ininterrompues l'avaient usé. En 1468, à 63 ans, Gjergj Kastrioti Skanderbeg mourut du paludisme dans la ville de Lezhë. Il ne tomba pas au combat. Il ne fut pas assassiné. Il mourut de maladie, ce sort banal qui a fauché d'innombrables guerriers au fil de l'histoire. Mais sa mort eut des conséquences bien au-delà de sa propre disparition. Sans Skanderbeg, la résistance albanaise perdit sa force de cohésion. Les clans commencèrent à se diviser, de vieilles rivalités refirent surface. Les Ottomans, saisissant l'occasion, envahirent de nouveau en 1478. Cette fois, aucun génie militaire ne se dressa pour les arrêter. Krujë tomba après un siège brutal. Le reste de l'Albanie fut conquis peu à peu au cours de la décennie suivante. Vers 1490, le pays tout entier était sous contrôle ottoman, une situation qui allait durer plus de 4 siècles. Mais voilà le propre des légendes, elles ne meurent pas avec le corps. La résistance de Skanderbeg devint un symbole qui survécut à l'homme lui-même. Ses tactiques furent étudiées par les académies militaires de toute l'Europe. Son nom devint synonyme de défi face à l'adversité la plus écrasante. Pendant l'occupation ottomane, les familles albanaises racontaient à leurs enfants des histoires de Skanderbeg entretenant la mémoire de la liberté. Quand l'Albanie finit par obtenir son indépendance en 1912, Skanderbeg fut élevé au rang de héros national.
Son drapeau, l'aigle noir à deux têtes, devint celui de l'État albanais moderne. Des statues à son effigie furent érigées dans toutes les grandes villes. Et la forteresse de Krujé, le lieu où tout avait commencé, fut transformée en musée dédié à sa vie. L'héritage de Skanderbeg dépasse largement les frontières de l'Albanie. Ses tactiques de guérilla influencèrent des mouvements de résistance pendant des siècles. Les guérilleros espagnols qui combattaient Napoléon étudièrent de ses campagnes. Les Vietnamiens qui combattaient les Français et les Américains employèrent des stratégies similaires, faisant de la jungle une arme, comme Skanderbeg avait fait des montagnes une forteresse. Même les doctrines modernes des forces spéciales, qui mettent l'accent sur la mobilité, la connaissance du terrain et le fait de frapper l'ennemi là où il est faible, peuvent le faire remonter leur héritage intellectuel au principe que Skanderbeg mettait en œuvre dans les montagnes d'Albanie. Mais l'héritage le plus important de Skanderbeg est peut-être la leçon qu'il a donnée sur la force de la volonté. Il a pris 8000 villageois, des hommes qui n'avaient jamais été soldats de métier, et en a fait une force qui a vaincu l'empire le plus puissant du monde. Pas une fois, mais des dizaines de fois. Il ne disposait pas d'une technologie supérieure. Il n'avait pas davantage d'hommes. Il ne possédait ni richesse ni soutien international. Ce qu'il avait, c'était une volonté de résister indestructible, une connaissance intime de sa patrie et la capacité de transformer chaque handicap en atout. Il a prouvé que ce ne sont pas les effectifs qui gagnent les guerres, ce sont la stratégie, le terrain et le moral. Et lorsque ces trois éléments se conjuguent entre les mains d'un chef brillant, même les empires peuvent être contraints de saigner. La bataille de Torviol et la guérilla que Skanderbeg mena ensuite pendant 25 ans ne relèvent pas de la simple curiosité historique. Ce sont des modèles pour la guerre asymétrique. Il prouve que les forts ne sont pas invincibles et que les faibles ne sont pas impuissants. Il rappelle que l'histoire n'est pas écrite par les plus grandes armées, mais par les esprits les plus déterminés. Quand le sultan Murad demanda « Quel mal 8000 ânes sauvages peuvent-ils bien nous faire ?» il reçut sa réponse sous la forme de 30 000 cadavres et d'une réputation ruinée. La question n'était pas affaire de chiffres. Il s'agissait d'avoir sous-estimé la férocité de gens qui se battaient pour leur foyer. Aujourd'hui, si vous visitez les montagnes d'Albanie, vous pouvez encore voir le paysage dont Skanderbeg fit une arme. Les cols sont toujours étroits, les crêtes toujours abruptes, les vallées toujours parfaites pour des embuscades. La terre n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est la conscience que ces montagnes, et ceux qui les connaissent, sont de celles auxquelles on ne se frotte pas impunément. L'Empire ottoman l'a appris à ses dépens. Et l'héritage de Skanderbeg veille à ce que cette leçon ne s'oublie jamais. Debout aujourd'hui dans les ruines de la forteresse de Krujé, en regardant la vallée où 80 000 Ottomans marchèrent à leur perte, on entend presque l'écho de ce coup de corps, celui qui déclencha l'avalanche de morts. On imagine les flèches assombrissant le ciel. On voit Skanderbeg sur son destrier, l'épée levée, chargeant au cœur d'un empire. Et l'on comprend pourquoi, 5 siècles plus tard, son nom est encore prononcé avec révérence. Parce que Gjergj Castrioti Skanderbeg n'a pas seulement remporté une bataille. Il n'a pas seulement sauvé un pays, il a prouvé quelque chose de fondamental sur l'esprit humain. Il a prouvé que, si puissant que soit l'ennemi, si désespéré que paraisse la situation, tant qu'il se trouve une personne prête à se dresser et à combattre, l'histoire n'est pas terminée. Les ânes sauvages d'Albanie ont donné au sultan une leçon qui retentit à travers l'histoire. Ne sous-estimez jamais la fureur des hommes libres.